Guyane, actualité. Caméra grand angle, il est parfait pour ces séances photo entre copines. À chacun son mobile avec SFR. En ce moment, faites plaisir à vos proches et profitez du nouveau Xiaomi Redmi A1 offert. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition en portabilité jusqu'au 3 mai 2023 à partir du forfait 10 Go en formule Silver. Engagement 24 mois, détails sur sfrcarry.fr. Radio Pays. Radio Pays. Radio Pays. Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays, dans le Grand Forum pour démarrer la semaine. Vous l'avions annoncé, c'est le président de la collectivité territoriale de Guyane qui est notre invité pour démarrer la semaine du Grand Forum. Gabriel Serville est dans les studios de Radio Pays. Avec nous également, parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Le lundi, pour la chronique, c'est Rudy Stephenson. On salue nos auditeurs, ceux qui vont nous appeler tout à l'heure, mais pas tout de suite. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants au 05 94 25 76 25. Et puis autre information également, on va jeter un œil sur vos commentaires parce que souvent on nous dit ouais, vous faites pas attention à nos commentaires. Oui, on fait attention. Pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, on vous salue, et ceux qui nous écoutent de très loin sur Internet. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, et on s'approche comme ça d'un week-end de bouillon wara. D'ailleurs, on va demander au président Serville tout à l'heure où est-ce qu'il mange son bouillon, c'est important. Où mange le bouillon, le président mange son bouillon ce week-end-là. Monsieur le Président, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Vernet, bonjour Monsieur Stephenson, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Pays, bonjour également aux internautes, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui écoutent via Internet. Ça va, on va dire que ça va. Très bien. Et j'ai remarqué, mais ça je le dis à chaque fois, salut Rudy. Oui, bonjour. Le président a toujours son pins du drapeau guyanais. Et ça, c'est une tradition. C'est important. C'est une tradition, c'est une manière de dire d'où je viens, c'est une manière de dire la terre à laquelle j'appartiens. Même si on sait que il y a de nombreuses communautés sur le territoire qui n'ont peut-être pas encore accepté, validé le principe de ces couleurs, de ces formes. Mais je crois qu'avec un travail assidu et beaucoup de pédagogie, on pourra faire en sorte que ce drapeau soit validé par le plus grand nombre d'entre nous. Rudy, bonjour. Bonjour Gilles. Comment ça va ? Ça va, depuis ce matin, ça va. Très bien. On commence avec un panorama autour de la collectivité territoriale de Guyane. Comme d'habitude, il y a juste un jeu de chaises musicales ce matin. Mais sinon, à part ça, on garde toujours le même format. Allons-y. Pas de problème. Et là, aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé un peu plus d'État. Du coup, en recevant le préfet. Alors, là, attends, excuse-moi, j'ai oublié, avant que tu parles de ton panorama, simplement dire à nos auditeurs qu'on parlera budget, qu'on parlera du COPIL, à l'intérieur même du COPIL, une petite question autour du Sénat coutumier, quelques questions d'actualité autour de l'orpaillage, l'éducation, peut-être parler des projets également. On va se donner ce temps-là avec la CTG sur certains chantiers également. Et puis, bien sûr, et c'est normal, on parlera du restaurant Le Chéri également sur Radio Pays. C'est parti, Rudy, pour ton panorama. Très bien, tu avais déjà introduit la notion de restauration en parlant de bouillon d'Awara. Alors, on est en week-end de Pâques, en fait, peut-être, de le préciser. Week-end pascal, le week-end prochain. Non, Gilles,
C'est maintenant. Ah, je vais rater mon catéchisme. Allons-y, Rudy, allons-y. On pour le panorama. Voilà, c'est juste cette fois parler aujourd'hui de d'autres collectivités territoriales de Guyane. Alors, vous savez, ce panorama va être un peu chronologique parce qu'on a souvent tendance en fait à oublier. Puis nous, à Radio Pays, on aime bien rappeler les choses parce que c'est important de regarder un peu de temps en temps ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se passe et puis essayer d'anticiper ce qui va se passer, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Bonjour. Tout à fait, bonjour, Monsieur Stephenson. Là-dessus, se rappeler que la CTG, eh bien, en fait, devrait pouvoir fêter 2 anniversaires. Il y a un anniversaire qui va pouvoir être fêté, c'est celui de son existence législative. La CTG a 12 ans seulement. Au niveau législatif, ce sont 2 lois qui créent la collectivité territoriale de Guyane le 27 juillet 2011. Et puis un autre anniversaire, c'est l'existence politique de la structure. On n'aurait peut-être pas remarqué, mais ce n'est que la 2e mandature de notre collectivité territoriale. Donc 2e mandature, on se souvient que la première a débuté en 2015, première mandature donc avec une autre équipe, la majorité de Rodolphe Alexandre à l'époque, et puis 2021. Cette seconde mandature qui donc s'est mise en place avec le président Serville et une nouvelle majorité. Donc moins de 10 ans d'existence politique. Est-ce que tu veux dire que c'est jeune? C'est jeune, c'est jeune. Et donc, effectivement, parfois, quand on oublie la distorsion du temps et son impact sur l'action politique, on peut avoir des attentes très importantes, mais on oublie finalement qu'il faut aussi parfois du temps pour faire les choses. Mais bon, allez, on avance. Parlons rapidement du budget, de l'argent, puisque cet argent-là, c'est le nôtre, comme j'aime à le dire. Le budget 2016, souvenez-vous, quelque part le premier grand budget de notre collectivité territoriale à l'époque, c'était 604 millions d'euros. Voilà, on en est aujourd'hui, en 2023, à 820 millions d'euros. Certains diront, on est loin du compte, et le président Serville a l'habitude de le dire. Il espère même un budget au-dessus d'1 milliard et peut-être même plus. Mais effectivement, on peut constater qu'en moins de 10 ans, ça n'a pas trop évolué quelque part. On est sur un delta assez faible. Pour autant, on peut se poser la question du pourquoi. Le pourquoi, c'est que on était dans une logique, souvenez-vous, de fusion à l'époque. Et cette fusion, a été tout simplement largement étudiée, analysée et épinglée sous certains aspects par la Chambre régionale des comptes. On en a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Il y a eu un débat à l'Assemblée territoriale là-dessus, et notamment sur les impacts financiers de cette fusion. Évidemment, la Chambre admet qu'il y a eu des efforts. D'ailleurs, vous l'admettez aussi, Président, mais simplement sur la réduction de la masse salariale, par contre, il y a effectivement des efforts qui étaient attendus, qui n'ont pas été réalisés. Le président Serville nous dira, lui, sa position, même si on l'a déjà entendu il y a quelques semaines, c'est grosso modo une augmentation de plus de 3,9% par an de cette masse salariale depuis 2016. On demande toujours à une collectivité de faire des efforts sur la masse salariale, mais d'ailleurs le président va nous dire, c'est la chose la plus difficile quand même à faire pour une collectivité et pour un président. Ce qui est difficile, c'est de maîtriser déjà les dépenses. Alors là, CTG n'est pas un mauvais élève selon la Chambre. Ouais. Le rapport dit bien qu'il y a une maîtrise des dépenses, sauf sur ce point particulier, effectivement. Et on peut dire, et le président certainement insistera, et je lui poserai la question de savoir, oui, c'est grosso modo qu'on dit que ça augmente chaque année, c'est quand même aujourd'hui 500 emplois, 500 emplois qui ont été réalisés, là où il devait y avoir moins de 200, grosso modo. Donc, on a une question qui en tout cas est relevée par la Chambre régionale des comptes. Pour autant, éducation, orpaillage, pourquoi pas aussi COPIL, d'accord, mais sous-tendu, moi j'aimerais revenir avec le président sur la question donc coutumière. Et puis finalement aussi, si on a le temps, la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, parmi tous ces sujets qu'on doit voir ensemble. Mais n'oublions pas, il faut du temps. Il faut du temps à notre CTG pour grandir. On va y arriver. Déjà sur l'introduction et le panorama de Rudy Stephenson, Monsieur le Président, 2 mots. Je pense que Monsieur Stephenson a tout à fait raison dans la façon de présenter ce panorama. C'est vrai que il a dit encore une fois qu'il faut du temps. Moi, je disais l'autre jour en sortant
de notre dernière réunion du COPIL concernant le Sénat coutumier, que prendre son temps, ce n'est pas perdre du temps. Je pense que la Guyane a besoin d'avancer. Et comme je me plais à le répéter, on ne pourra pas avancer si on ne met pas l'ordre et le respect comme fil directeur de notre action, que ce soit l'action quotidienne que l'action qui est planifiée dans le temps. Il est vrai que par rapport à ce dernier rapport de la CRC, beaucoup de choses ont été dites. J'ai eu moi-même l'opportunité, lorsque ce rapport a été présenté en assemblée plénière, d'expliquer que de mon point de vue, il y avait de bonnes réalisations par rapport à ce qui est dit dans le rapport, que cependant il y avait aussi pas mal de points de vigilance et quelques points de profonde inquiétude, notamment pour ceux qui concernent la gestion et le pilotage de la masse salariale. Le rapport faisait état d'environ 514 embauches entre 2016 et 2021, certaines qui étaient peut-être nécessaires, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et aujourd'hui, c'est une situation qui pèse lourdement dans le budget de la CTG, qui ne nous permet pas d'aller vers l'épargne dont on a besoin pour peaufiner nos travaux d'investissement, pour augmenter notre capacité d'autofinancement de manière que nous soyons en capacité d'aller lever d'autres ressources, d'autres recettes par ailleurs. Et donc, je l'ai dit et répété, il ne s'agit pas de faire la guerre à qui que ce soit, mais simplement qu'ensemble, nous regardions l'avenir avec toute la sérénité, avec toute la quiétude qui est nécessaire pour que la Guyane puisse se sortir du mauvais pas dans lequel elle se trouve depuis quelque temps. Alors c'est vraiment sur des choses concrètes du quotidien lorsqu'on parle de masse salariale. Comment un président gère cette situation-là? C'est des départs anticipés à la retraite, parce que c'est compliqué, c'est des familles. Comment vous gérez ça? C'est beaucoup d'explications, c'est pas facile ça. Ah ben c'est très compliqué parce que notre objectif, avant toute chose, ce n'est pas d'enlever le pain de la bouche des salariés, parce que nous savons pertinemment que les salariés viennent au travail parce que, au bout du compte, il y a le salaire qui permet de vivre, qui permet de payer les loyers, les charges familiales, etc. En même temps, les préconisations qui avaient été faites, c'était de ne pas remplacer les agents qui partent à la retraite. C'est deuxièmement de voir comment on peut réagencer les effectifs pour avoir davantage d'efficacité dans le rendu. C'est aussi la nécessité de réorganiser les services. Donc ça, c'est un gros chantier sur lequel, avec le DGS, les DGA et les directeurs, nous sommes en train de porter une réflexion qui a commencé depuis avant même que je n'arrive et que nous poursuivons, parce qu'il ne s'agit pas d'aller vite au risque d'aller mal. Et donc l'idée pour nous, c'est de comprimer, c'est de mieux répartir, c'est d'aller, si on ne peut pas diminuer l'effectif, d'aller vers une plus grande rentabilité, si je puis me permettre cette expression-là, et faire en sorte qu'à l'arrivée, les salariés, les agents de la CTG soient véritablement au service de la Guyane. Ouais, c'est une véritable alchimie qu'il faudra trouver, mais dans tous les cas, je considère que de ce point de vue, on est quasiment pieds et poings liés. Combien de salariés, après la question de Rudy, combien de salariés à la CTG? Tout 3520, c'est le nombre qui est annoncé, à quelques dizaines d'unités près. Je rappelle que effectivement, en tenant compte des obligations qui étaient celles de la CTG, on aurait dû avoir recruté 180 à 200 personnes entre 2016 et 2021. Il se trouve qu'on en a recruté 300 de plus qu'il n'en fallait. Et je pense que c'est à ce niveau-là, effectivement, que cela nous pose de vraies difficultés à piloter cette masse salariale. Rudy. Oui, la gestion du personnel, en fait, ça relève évidemment du président, mais pas que, puisque ça se fait dans un dialogue social. Où en est-on du dialogue social à la CTG? On a vu, notamment un syndicat particulièrement assez virulent, en tout cas, posant un certain nombre de sujets. Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a cette fameuse conférence qui se mettrait en place? Est-ce que aussi, dernier point, sur l'organigramme, peut-être final, je ne sais pas s'il sera final, mais est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui? Alors, il y a des pistes. Je rappelle que, à l'origine, lorsqu'il fallait fusionner les deux collectivités régionales et départementales, ceux qui avaient travaillé sur la projection avaient mis l'idée d'un organigramme resserré autour de 5 à 6 DGA, directeurs généraux adjoints au maximum. On s'est retrouvé avec 10 directions générales adjointes.
pour des raisons diverses et variées que je ne vais pas commenter aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais nous voulons retourner absolument vers cet idéal de 5 à 6 DGA au maximum. L'idée étant de resserrer les liens pour qu'on soit beaucoup plus efficace, pour éviter la dilution des moyens, la dilution de la décision et la dilution, bien évidemment, des moyens financiers, parce qu'on a bien compris que la façon de structurer l'organigramme va avoir un impact très très fort sur la façon d'engager les dépenses, et donc nous sommes très très attentifs à cela. Le dialogue social, il se fait. Moi, j'ai tenu personnellement, en arrivant à la tête de la CTG, à présider les différentes instances, notamment les comités techniques, les commissions hygiène, sécurité, conditions de travail, qui ont été remplacées par la commission sécurité technique, la fameuse CST, qui fusionne ces instances. Et je suis toujours président de cette instance parce que je considère que les salariés de la CTG étant sous mon autorité directe, je suis leur employeur. Je n'ai pas voulu déléguer la présidence de cette instance à un autre élu. Pas que je considérais qu'il y a aucun élu à côté de moi qui sera en capacité de la présider. Loin s'en faut. Il y a des élus qui en ont les aptitudes, mais je me suis dit que en tant qu'employeur, il fallait que personnellement, je sois lourdement impliqué à leur côté. Et donc, on a mis en place cette conférence qui se tient régulièrement. Il y a eu un raté l'autre jour, qui a fait les choux gras de certains parce que j'étais convié à 3 réunions simultanément. Bon, vous savez, dans la gestion de l'agenda, par moment, peut y avoir comme ça des ratés. J'étais convoqué pour présider un conseil d'administration de l'IMED. En même temps, il y avait les commissions internes qui se tenaient pour la préparation de l'assemblée plénière qui avait lieu le lendemain. Et puis en même temps, il y avait cette rencontre d'installation de la CST. Donc il y a eu quelque chose qui s'est percuté. Mais je veux dire que ça, c'est des accidents de parcours qui n'ont pas vocation à se renouveler. Mais je considère dans tous les cas que le dialogue, il se fait. Alors bien évidemment, certains peut-être s'attendaient à ce que M. Serville-Gabriel, en arrivant, joue un rôle de Messie, qu'en claquant des doigts, toutes les solutions tombent du ciel. Mais quand je regarde véritablement les revendications qui sont portées notamment par les agents de l'ASE Centre qui ont débrayé ce matin, ce sont des problèmes qui sont très très anciens, ce sont des problèmes qui sont récurrents, ce sont des problèmes que nous n'avons pas réussi à gérer avec le temps, mais encore une fois, je considère qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue pour pouvoir s'écouter et puis ensemble élaborer les solutions attendues par les personnels. Très bien. Alors, oui, vas-y. Ou c'est bon. Oui, sur ce point. Juste dire aux auditeurs, raccrochez, on en a encore pour 15 minutes, sauf si vous voulez attendre, mais vaut mieux raccrocher, et je vais vous dire quand le standard va s'ouvrir. Vas-y, Rudy. Est-ce que vous êtes sensible à beaucoup de cris d'alarme qu'on entend, par ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi de notre culture aujourd'hui, guyanaise. Je crois que c'est mondial. Les réseaux sociaux, maintenant, il faut les imbriquer, c'est un média. Oui, c'est vrai, pourquoi pas, on peut dire ça. Toujours est-il que ça a un impact en Guyane, je ne sais pas si ça a le même ailleurs, notamment via WhatsApp, mais ce mal-être en tout cas qui est souvent diffusé, qui est assumé par certains agents de la collectivité. Puis enfin, se dire que si dialogue social, si ça se passe bien de votre point de vue, on peut l'entendre, mais quelque part vous allez essayer manifestement, vous le dites ce matin, de réussir ce que votre prédécesseur n'a pas réussi, c'est-à-dire resserrer effectivement le haut de la pyramide, passer de 10 à 5 directions. Ce qui, pour ma part, je suis autorisé à avoir quelques avis et je trouve ça effectivement intéressant. Mais par contre, c'est une super structure aujourd'hui, la CTG. Votre prédécesseur a échoué et je suis le seul, président à assumer mes paroles. Parce que, quand vous voulez faire ça, non mais je le dis, quand vous voulez faire ça, vous avez affaire à des carrières en face, des gens qui s'investissent pour leur carrière. À oser le dire. Bien sûr, Continue. parce qu'il y a des gens, donc et ça c'est pas qu'en Guyane, qui travaillent aussi dans ce sens-là. Ils pensent à leur carrière, ils pensent aussi à leur évolution, et parfois ça peut coincer, et ça coince durement, et ça a coincé jusqu'à présent. Où est-ce que vous réussirez du coup là où votre prédécesseur a échoué, d'une part, excusez-moi, la question du coup est un peu longue, et puis sur le mal-être un peu qui se manifeste malgré tout à la CTG. Je pense qu'on va réussir parce que justement on a pris le temps d'en parler. Les anciennes formules de commission paritaire, comité technique, commission hygiène sécurité avaient déjà, avant la réforme, commencé à réfléchir à cette réorganisation des services et au resserrement et à la diminution du nombre de DGA.
les organisations syndicales qui avaient été sollicitées au sein de ces instances avaient émis un avis favorable pour aller il y avait eu un organigramme, une proposition d'organigramme. Il y avait une proposition d'organigramme qui a été travaillée, qui a été présentée. On a dialogué autour des différents scénarios possibles et on avait réussi à se mettre d'accord. Donc cela veut dire que lorsque on prend le temps de discuter avec les organisations syndicales, avec les salariés, ça permet d'arriver à des solutions qui soient partagées, des solutions qui peuvent être contractualisées. Bien évidemment que vérité d'un jour n'est pas vérité de toujours. Entre-temps, il y a eu les élections professionnelles au mois de décembre qui ont légèrement modifier la configuration de cette représentation, de cette représentativité. Et donc peut-être que d'ici quelques jours, quand on va remettre sur la table la notion de resserrement d'organigramme, peut-être que des voix vont s'élever pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. C'est sûr. Surtout que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui manifestent bruyamment et en permanence leurs insatisfactions, que je peux entendre, que je comprends. Mais encore une fois, je dis qu'on ne fera pas sortir du sang de la roche. Il y a nécessité avant que de prendre des décisions, de porter la réflexion. Les aînés nous disaient souvent que calcul fait avant la paye. On ne peut pas aller tout de suite dire je vais trouver la solution en embauchant à tire-larigot si on ne sait pas pour quel projet et dans quelles conditions cela se fait. Mais je reste serein, je reste véritablement optimiste parce qu'entre-temps, pour terminer de répondre à la question posée, je peux reconnaître que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des DGA qui sont partis à la retraite. Il y a des DGA qui ont demandé leur mutation pour aller vers d'autres collectivités. Donc, ça a libéré des postes de DGA. Et donc, je me dis que ça nous permettra de pouvoir réagencer les choses sans pour autant susciter trop d'aigreur et trop de frustration de la part de certains nombre de personnes qui, si elles étaient restées au sein de la CTG, n'auraient peut-être pas nécessairement été reconduites sur les postes de DGA anciennement occupés par rapport à l'ancien organigramme. Un mot sur le mal-être quand même, parce que on entend souvent ça. Vas-y. Qu'est-ce que vous le ressentez vous, vos agents vous voient, alors, vous le disent? C'est souvent que les agents m'écrivent. Excusez-moi, président, je mets les pieds dans le plat parce qu'il y a deux équipes qui se succèdent. Il y en a que deux, hein. On le rappelle, c'est jeune. Il y a que deux mandatures. Du coup, il y avait une façon de gérer les choses avant et une nouvelle façon de gérer les choses maintenant. Est-ce que cet entrechoc-là n'expliquerait pas un peu ce mal-être qu'on entend de certains agents? Mais vous savez, monsieur Rudy Stephenson, la politique, elle est partout. Moi, j'ai vécu une expérience similaire à Matoury. Quand j'avais eu ma grève en 2016. C'est pas votre grève, hein? Oui, c'était la grève. Des agents. Oui. Vous auriez pu vous mettre en grève. C'était la grève des agents, effectivement, c'est bien de le signaler. Et j'avais fait la démonstration que ça n'était pas une grève sociale, mais que c'était une grève politique. Parce que c'était essentiellement des agents qui étaient largement inféodés à mon prédécesseur, qui n'avaient pas validé le résultat des urnes et qui cherchaient par tous les moyens à me mettre des bâtons dans les roues. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce que je vis aujourd'hui par rapport à certaines personnes, par rapport à une personne, par rapport à un syndicat en particulier, parce qu'il y a 4 syndicats représentatifs, il y a 3 avec lesquels j'arrive à dialoguer, j'arrive à discuter, et puis il y a un syndicat qui tous les 3 jours me pond un communiqué, me pond un tract, me pond une difficulté d'un service X ou Y. Et c'est pour ça que j'ai demandé au DGS, au DGA, de me tenir à disposition les changements radicaux qui ont été opérés entre avant que je n'arrive à la tête de cette collectivité et depuis que je suis arrivé, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé et qui fait que ces revendications que les gens expriment aujourd'hui n'ont pas été clairement exprimées à l'époque de mon prédécesseur. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, on prend déjà le temps d'écouter, on prend le temps d'essayer de comprendre, mais il faut quand même que vous sachiez que parmi les organisations syndicales, parmi les représentants du personnel, il y a pas mal de personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes avec elles-mêmes et avec moi, et qui me disent, président, il va falloir continuer à mettre de l'ordre parce que tous les agents ne jouent pas nécessairement la bonne partition en termes de respect du temps de travail, en termes de respect des fiches de poste, des fiches de procédure, en termes de loyauté à l'égard de leur supérieur hiérarchique, à l'égard du président que je suis, en termes du respect du devoir de réserve également, parce que je rappelle que les fonctionnaires sont quand même liés par la loi de 1984, qui décrit les droits et les obligations des fonctionnaires vis-à-vis de la hiérarchie. Donc ce sont des agents eux-mêmes qui viennent me faire un certain nombre d'observations, sans faire de signalement bien évidemment, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne feront pas de la délation, ce que je peux tout à fait
comprendre, mais on est dans un environnement avec 3500 agents qui sont répartis partout sur le territoire guyanais, de Kabopi à Trois-Sceaux, en remontant à Saint-Georges, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une gageure, c'est un gros challenge que nous devons relever. Je suis persuadé que nous y parviendrons si nous arrivons de part et d'autre à privilégier le dialogue. Soyez patients, chers auditeurs. Là, du coup, j'ai bloqué le standard. Je veux pas que vous attendiez 10 à 15 minutes au standard. Je vais vous dire quand on va ouvrir le standard. Monsieur le Président, le COPIL, la discussion citoyenne a eu lieu. Maintenant, vous avez une base de travail pour le Congrès. C'est sous cet angle-là que vous l'aviez imaginé, toute cette discussion où on avait l'impression, peut-être au début, que ça pouvait partir dans tous les sens. Et ça fait partie aussi des discussions citoyennes, vous me direz peut-être. Mais là, il faut une base de travail pour ce Congrès. On y arrive. À quel niveau, de votre point de vue, on peut y être? Et ensuite, on parlera du Sénat coutumier tout à l'heure. Alors ça a été bien, Monsieur Vernet, de rappeler que à certains moments, on s'est posé la question de savoir si on aurait pu y arriver. Parce que par moments, je vous avoue que j'ai eu quelques poussées d'urticaire face à certaines attitudes de certaines personnes. Mais c'est toujours pareil, on est nés différents, on a des avis différents parce qu'on a une connaissance différente des problèmes. Ce que moi je sais, vous ne le savez pas intégralement, Monsieur Stephenson ne le sait pas non plus. Ce que vous saviez, moi je ne le sais pas, et inversement. Et donc j'ai toujours dit qu'il fallait que on soit, encore une fois, dans l'ordre, la méthode, et qu'on mette le respect des uns et des autres au cœur de nos préoccupations. Je me suis rendu compte à l'analyse qui a été menée avec d'autres membres du COPIL que, en réalité, là où on a peut-être eu des frictions, c'était plus sur des questions de méthode, d'organisation, que sur des questions de fond. Parce que dans le fond, j'ai le sentiment que nous pensons quasiment tous la même chose. Nous portons les mêmes ambitions pour le territoire parce qu'on veut le voir réussir. On veut que la Guyane soit un territoire d'excellence. On veut que nos enfants réussissent à l'école. On veut que l'économie se développe. On veut tous que on atteigne un certain niveau de souveraineté alimentaire. On veut de la sécurité. On dit tous la même chose. On a les mêmes objectifs. La difficulté, c'est de savoir comment et par quel chemin nous allons passer pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Et ça a été tout l'objet des discussions que nous avons eues durant ces 22 séances de travail. C'était quand même pas rien, il faut le souligner. Alors lorsque moi je parle des 22 séances de travail, il y a des membres du COPIL qui font remarquer que en dehors des réunions du COPIL, il y a des organisations politiques, syndicales, de la société civile qui elles-mêmes ont des réunions de travail. Donc ça veut dire qu'on pourrait multiplier ce nombre-là par un facteur 3 ou 4 pour indiquer les efforts qui ont été accomplis par certains. Et j'ai tenu l'autre jour à leur dire merci, des personnes, des membres du COPIL qui ont été là du début jusqu'à la fin, sans discontinuer, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Ils ont été là, ils ont travaillé. Ce que je veux dire, c'est ce travail démocratique là que vous vouliez faire pour que la population soit imprégnée. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Qu'on dise, on n'était pas au courant. Que c'est la CTG qui s'est accaparé la réflexion. Et alors, c'est vrai que les gens nous ont beaucoup fait le reproche de ne pas suffisamment communiquer sur ce que nous faisions. Nous avons considéré que ça aurait été difficile d'être au travail et de communiquer en même temps. Parce qu'il y avait des sujets sur lesquels on a mis beaucoup de temps avant que de se mettre d'accord. Et donc, j'ai considéré qu'il valait mieux arriver avec un document relativement fini, commencer d'abord, après avoir fait valider ce document par le Congrès, commencer le travail de communication, d'information auprès de la population pour qu'elle sache les grandes lignes que nous avions retenues. Mais j'ai considéré qu'il était peut-être compliqué de travailler puis de communiquer en même temps, en sachant que on n'était pas nous-mêmes au clair sur la manière dont les choses allaient se terminer. Donc là, on a bouclé le travail, pour ainsi dire. Tout n'est pas parfait parce que je rappelle que c'est un document, c'est un avant-projet de document d'orientation qui a vocation, encore une fois, à subir des amendements, notamment par le Congrès des élus qui va se réunir prochainement à la fin du mois d'avril. Vous avez fixé une date? Pas encore. Pas encore. On pense que ça sera pour la fin du mois d'avril. Le dernier samedi du mois d'avril. Très bien. Il me semble que ça tombe le samedi 29, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça, oui. Oui.
qui était déjà fixé au 15 avril. Oui, mais comme il y aura des discussions, il d'ailleurs, fallait il y aura des laisser questions. du temps aux populations autochtones Exact. pour travailler sur la question du Sénat coutumier, on a préféré ne pas le faire en 2 temps parce qu'il y avait des voix qui proposaient qu'on fasse un congrès avec le document que nous avons actuellement, quitte à faire un 2e congrès lorsque la question du Sénat coutumier aurait été suffisamment bien traitée par les populations autochtones. Mais je pense que pour une question de cohérence et que les choses ne soient pas mal vues, on préfère faire un seul congrès qui va aborder toutes ces questions-là sur une même journée de travail. Rudy, peut-être sur le Sénat coutumier? Oui, non, pas que. Hein, le président parle de méthode et de fond. Moi, je me suis pas caché, hein, il le sait bien. Je fais partie de ces observateurs qui, oui, en général, j'essaye, de ces observateurs qui étaient pas d'accord et qui est toujours pas forcément d'accord sur un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il y a des questionnements, hein, et que je porte. Et c'est vrai que vous parlez de méthode et de fond, président. Mais sur la première chose, en termes politiques maintenant, est-ce que vous allez, et c'est une question d'abord que je vous pose, est-ce que vous allez porter ce sujet particulier, ce point particulier au débat au Congrès, c'est celui de la co-construction. Il y a 2 choix possibles, hein, quelque part, vous me direz peut-être un 3e, mais que je ne connais pas, mais au départ, et ça c'est très politique, en termes de méthode, c'était choisir la co-construction, c'est très tôt, hein, ce que vous avez décidé, ou alors choisir de construire quelque chose, un projet tel qu'il a déjà été commencé à être construit depuis 97, ou finaliser cette construction-là en interne. Vous avez fait le choix de la co-construction, avec qui? Avec l'État. Bon, il va falloir que vous allez vous répéter, hein, mais tant qu'à faire, on en profite. Mais moi, j'aimerais bien comprendre le choix politique qui est fait, parce que là, je réexplique pas aux auditeurs. Hein, la co-construction, c'est un peu facile à comprendre. On fait avec. Pourquoi d'abord ce choix-là en termes de méthode? Et puis sur la méthode aussi, vous savez bien, moi je l'ai dit, je le redis, j'ai compris votre explication sur la communication, mais cet effet de cloisonnement aurait pu être évité, même si je comprends l'idée, en trouvant un autre type de communication, j'imagine. Mais bon, on va pas en débattre, hein, évidemment. Je serais mal placé pour entamer un débat avec vous. On le laisse répondre? La première question déjà. Allons-y. Alors, la co-construction, Monsieur Stephenson, provenait de ce que nous avions suffisamment analysé les raisons des échecs des processus antérieurs. C'est-à-dire que antérieurement, les Guyanais, élus politiques, chambres consulaires, société civile, se réunissaient, travaillaient et puis rédigeaient des projets. Lesquels projets étaient portés devant le gouvernement français, qui régulièrement nous faisait des fins de non-recevoir pour des motifs divers et variés. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, pour éviter justement que le gouvernement ne nous fasse des fins de non-recevoir, eh bien, on va lui dire que nous avons cette volonté de partager, cette volonté de co-construire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, proposé qu'un accord de méthode soit signé par les 2 parties, dans lequel accord de méthode on devrait évoquer les contenus de discussion, les thèmes de discussion, les personnes avec lesquelles le COPIL, les élus de Guyane auraient pu discuter au niveau du gouvernement, et également la question du calendrier. Parce que je rappelle que lorsqu'on avait rencontré le président de la République le 7 septembre, il avait invité à sa table les exécutifs des régions d'outre-mer et les députés. Il nous avait clairement dit que les outre-mer étaient arrivés au bout d'un cycle, qu'il fallait que les outre-mer changent de logiciel. Et il avait aussi dit que il faut pas qu'on ait peur de dire à nos concitoyens que nous nous engageons sur une démarche nouvelle, sur une dynamique nouvelle. Et moi, j'avais dit chiche, je vous prends au mot. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, le travail qui avait déjà été entamé, on va le poursuivre, mais on va prendre tout le monde à témoin pour dire que ce ne sont pas les outre-mer qui, dans leur petite tête, ont fait sortir cette idée de faire évoluer le statut. C'est une question de réalité, de pragmatisme. Tout le monde a vu, tout le monde voit bien que les lois qui sont votées par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, prennent en considération un certain nombre de facteurs. C'est l'économie française, c'est la sociologie française, c'est la géographie française, c'est le climat français, c'est la géopolitique française, etc., etc. Et lorsque vous regardez ces caractéristiques, vous les comparez à celles de la Guyane, eh bien, vous vous rendez compte effectivement que nous sommes aux antipodes des caractéristiques françaises et qu'il serait mieux que les lois et les règlements que nous appliquons sur le territoire de la Guyane correspondent véritablement à nos réalités et à nos vérités. Donc, on a dit qu'on se met au travail. Il se trouve que, et ça, c'est mon analyse personnelle, le gouvernement ne pensait pas que les Guyanais auraient été aussi loin et aussi vite. Lorsque, au départ, le ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Outre-mer, et son ministre délégué, M. Garenko, nous ont reçus
ont reçu la petite délégation du COPIL qui leur a expliqué ce que nous souhaitons faire ensemble. Ils nous ont écoutés très très bien. Ils nous ont dit OK, on va vous accompagner, il n'y a pas de difficulté. Mais je pense que dans leur fort intérieur, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on réussisse le travail que nous avons fait. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que, au niveau du gouvernement, il y a eu quelques éléments de crispation. C'est là que monsieur Darmanin a sorti sa fameuse phrase en disant que lorsqu'on veut être autonome, il faut déjà produire ce que l'on consomme. Et c'est dans la foulée que monsieur Carenco m'a adressé un courrier en réponse à notre proposition que le gouvernement signe à nos côtés le projet d'accord de méthode, qui me dit de ne pas signer ce projet d'accord de méthode parce que tout était déjà mis sur la table, on était d'accord sur la trajectoire, etc., etc. Donc on a bien compris que peut-être que le fait de voir que les Guyanais est en train de réussir quelque chose pour lequel d'aucuns imaginaient qu'on aurait été vers l'échec, ça a certainement créé des inquiétudes, des crispations au niveau du gouvernement. Donc pour moi, la méthode en elle-même, c'était une bonne méthode, mais il faut bien comprendre que on n'est pas seul, on est deux. C'est deux partenaires qui s'engagent et il faut que l'engagement aille jusqu'à son terme. Du coup, je pose la question, là du coup, à notre chroniqueur et éditorialiste. Oui. Pourquoi tu es contre cette co-construction-là? C'est pas tant d'être contre. Enfin, t'as compris la question. Oui, oui. Oui, mais comme les mots, tu sais, sont très importants. J'arrête pas de le dire. C'est pas tant d'être contre. C'est que ce que j'ai souvent dit et répété, et je l'ai dit tout à l'heure, il y avait au moins deux approches. Il y a cette approche qui est effectivement historique, et je rejoins le président Serville parce que c'est vrai, 97. Vous savez, le document dont on parle, c'est 2001. Il est pas complètement neuf et nouveau. Bon, on a compris. Ce document-là a été vraiment travaillé par le microcosme guyanais. Effectivement, sociopro, élus, société civile, forces associatives et tout. Et ça a été le cas ensuite, parce qu'il y a eu, ce document a évolué en 2009, il y a eu 2010 entre-temps, bref. Donc ce cheminement-là a été effectivement de permettre de poser en tout cas le sujet. Bon, on arrive quand même en 2022, le Congrès, et là il y a unanimité politique. On a tout le monde, toute la classe politique comprend qu'il faut y aller, pas de souci. Maintenant sur la méthode, et c'est pour ça que ces discussions intéressantes, c'est un choix stratégique. Vous êtes en train de nous parler d'un choix stratégique que fait le président, pas que vous, j'imagine, mais en tout cas le COPIL à l'époque, de parler de co-construction. Maintenant, une fois qu'on comprend que c'était l'idée d'embarquer l'État. Bon, ok. Oui, co-construction plutôt que frontale. C'est ça. L'État a fait une exactement ça. Est-ce qu'on peut dire que l'État, pour le coup, non, c'est intéressant. Parlons d'aujourd'hui. L'État, dans son courrier, le courrier de Carenco, c'est de dire, nous, la co-construction, non. C'est ça. Non, il ne dit pas non. Il ne dit pas non. Il dit que non, mais il ne dit pas non. Mais les gars sont très subtils. Hein. Faut pas. C'est pas des idiots quoi. Le gars nous a dit. Enfin, le ministre, pardon, le ministre nous a dit qu'il ne voyait pas l'utilité de tel document dans la mesure où nous étions en contact permanent avec eux. On échangeait, on se voyait. Donc il me dit mais pourquoi est-ce que vous voulez nous faire signer ce document? Mais derrière tout ça, je vois bien que le refus de signer le document d'accord de méthode, c'était une manière d'éviter que le gouvernement n'engage trop loin sa responsabilité parce qu'il s'est rendu compte que le travail que nous avions fait est un travail profondément conséquent et que derrière, je me dis, si le gouvernement, si l'État voulait développer la Guyane, ça fait belle lurette qu'il l'aurait déjà fait. Clair. Et donc il y a peut-être une volonté de contenir les choses, de ne pas nous laisser nous exprimer, de ne pas nous permettre d'aller vers le développement parce que certains s'imaginent qu'une Guyane trop développée, c'est une Guyane qui pourrait revendiquer donc peut-être autre chose. Donc c'est un vrai choix. Pour moi, un choix assumé, pour moi, comme tu me poses la question, co-construction, l'État dit, écoutez, moi je reste dans mes prérogatives, de toute façon, ça se passe bien, je vous ai au téléphone, monsieur Serville, on peut faire le point, je peux voir du monde en Guyane, donc co-construction, on va pas mettre plus. Alors justement, je fais rapidement, et on ensuite, est toujours dans le copine, et là on va rentrer encore dans le fond. On voit dans ce document qui est un document de travail, je l'ai présenté comme ça, si vous me permettez, qui va arriver sur la table de chacun des élus, qui ira en congrès le rediscuter, le remanier et tout. Ce document-là, l'avant-projet dont on parle, on voit quand même dans l'état d'esprit, et ça m'a gêné, je vous le dis, c'est un plan sur 10 ans qui appelle 80% d'investissement de l'État. On est peut-être encore dans l'idée du rattrapage, de dire à l'État, mais écoutez, vous avez laissé ce territoire dans cet état-là, vous remettez de l'argent pour le mettre à niveau, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai trouvé gênant, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que dans cette démarche d'autonomie, est-ce qu'il faut pas être plus frontal? Est-ce qu'il faut pas tout simplement dire, écoutez, l'État, faites votre part, nous on fera la nôtre, maintenant on est prêt, on veut de la responsabilité pour faire ça. Donc, que l'État participe ou pas, on trouvera des ressources et on va le faire.
C'est ça l'idée. Ah non, mais vous avez bien compris que à travers tout ce qui a été dit, l'objectif c'est bien de trouver de nouvelles ressources pour qu'on soit moins dépendant des deniers de l'État. C'est pour ça qu'on a dit le travail on le poursuit pour mieux recenser la population, parce qu'on pense que la DGF que nous percevons est largement inférieure à ce qu'on aurait dû percevoir. On a fait venir Madame Ponce de l'ADEME qui nous a fait une belle démonstration sur les finances que la Guyane pourrait retirer des quotas carbone, de captation de CO2, etc. Il y a des pistes que nous allons naturellement explorer pour être moins dépendants des services de l'État. Vous m'avez entendu à la réunion de l'Association de régions de France quand on disait que la France a peur parce que son agriculture est en train de battre de l'aile à cause de la sécheresse. Eh bien, moi, j'ai fait un coup d'éclat, mais je le dis franchement à mes amis guyanais en disant, ben, vous savez, nous, on a de l'eau. Pendant que vous êtes en train de mourir de sécheresse, nous, on a de l'eau qui nous tombe sur la tête à n'en savoir que faire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la Guyane devienne un territoire exportateur d'eau douce vers des pays qui n'en ont pas? On peut créer autour de ça une vraie filière économique, même si d'aucuns disent que l'eau douce appartient, c'est un bien de l'humanité, mais c'est comme le pétrole, hein. Je fais remarquer à qui veut l'entendre qu'aucun homme n'a à ce jour fabriqué du pétrole. D'ailleurs, votre information a fait le tour des médias dans l'Hexagone. Certains en ont rigolé, mais moi je n'en rigole pas, parce que je sais qu'il y a déjà des pays qui exportent de l'eau vers d'autres pays qui n'en ont pas. Absolument. Donc plutôt que de se plaindre de ce que nous avons et qui pourrait être une belle richesse pour la Guyane, essayons de réfléchir différemment. Donc tout ça a été mis sur la table pour discussion. Et après, jeudi, dans la co-construction, Monsieur Stephenson, vous savez, il y a un ministre qui m'a dit l'autre jour, j'ai le sentiment que les Corses sont plus enclins que les Guyanais à vouloir aller vers l'autonomie. Ce à quoi j'ai répondu, mais les Corses, ils ont utilisé des méthodes un petit peu plus radicales. Alors, est-ce que votre intervention signifie que vous m'incitez à aller dire aux Guyanais qu'il faut qu'ils se corsifient pour qu'ils soient mieux entendus par le gouvernement? Je ne suis pas de cela. D'où la surprise sur la co-construction. Donc c'est pour ça. Non, mais ceci dit, moi je considère que la logique, c'est qu'il faut qu'on soit diplomate. On fait de la diplomatie, mais bien évidemment, vous avez remarqué comment ça fonctionne. Lorsque l'action diplomatique ne fonctionne pas, eh bien, il y a des États qui prennent l'artillerie lourde et qui partent en guerre. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille arriver jusque-là, mais personne ne pourra dire au niveau du gouvernement que les Guyanais sont des demeurés, qu'on les aurait pris par surprise. Nous avons dit l'objectif que nous voulons atteindre. Nous avons explicité pourquoi. Nous avons dit avec quels moyens nous souhaiterions le faire. Si à ce stade, le gouvernement n'est pas capable d'entendre et de comprendre ce que nous disons, peut-être qu'il va falloir passer à un autre mode d'expression, s'il le faut. De toute façon, vous mettrez au Congrès l'idée de la méthode stratégique. Elle fait partie de l'ordre du jour. Même si le gouvernement ne veut pas signer cet accord de méthode, moi je dis qu'on n'est pas nécessairement au bout d'un processus, parce que le président de la République nous avait dit, calez-vous sur le calendrier de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, faites en sorte que nous puissions avoir le résultat, votre travail, avant le mois de septembre. Mais compte tenu de ce que pour la Nouvelle-Calédonie, on a bien vu que l'agenda a été reporté. Donc je me dis, on va pas forcément attendre que ça se passe, on va continuer à travailler comme si c'est pour demain qu'il faut terminer, mais on sait qu'il y a quand même de la marge qui va nous permettre de continuer notre progression. Très bien, chers auditeurs, on va ouvrir le standard tout à l'heure. Peut-être aussi ne pas oublier la question le Sénat coutumière. Voilà. J'y vais. Pardon, vas-y. Le Sénat coutumier, ça ne passe pas. Une dernière rencontre avec les chefs coutumiers pour que tout le monde soit d'accord. Vous avez fait ce choix-là, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, Monsieur le Président? Alors, j'avais l'impression, le matin, j'étais moi-même sur place le matin de cette réunion, j'avais l'impression que entre chefs coutumiers même, qui ne communiquaient pas, qui ne se voyaient pas. C'est une impression que j'avais, je peux me tromper. Alors ce n'est pas qu'une impression, Monsieur Vernet, je ne suis pas venu là pour pratiquer la langue de bois, parce que je ne l'ai jamais pratiquée d'ailleurs. Il y a un souci. Il y a un souci parce que au moment où on a abordé les deux questions que sont, 1, la question des districts, et 2, la question du Sénat coutumier, le COPIL s'est déclaré quasiment incompétent pour traiter de ces questions, et il a pris la décision de les renvoyer en direction de celles et ceux qui en ont la responsabilité. Donc on s'est dit, les districts, on va les faire traiter par l'association des maires de Guyane qui avait une position très tranchée là-dessus, et on a dit que la question du Sénat coutumier vaut mieux qu'elle soit traitée par les chefs coutumiers, par le Grand Conseil coutumier. Et puis je me suis rendu compte à la longue qu'il y a une vraie difficulté à échanger au sein du Grand Conseil coutumier, et on a découvert l'autre jour que... Il n'y a plus de Grand Conseil coutumier.
Non, Monsieur Stephenson, il ne faut pas dire ça parce que ça va faire des aigreurs chez certains. Le Grand Conseil coutumier, il y a des difficultés. Le Grand Conseil coutumier n'a pas autres. de pouvoir de décision. On va le dire comme ça. Ouais. Le Grand Conseil coutumier a un pouvoir consultatif. On peut et ce sont les chefs coutumiers qui ont le pouvoir de décision. Oui. Or, nous, on s'était lourdement appuyé sur l'intercession et le travail réalisé au sein du Grand Conseil coutumier pour pouvoir définir les contours de ce que serait le Sénat coutumier et que ces résolutions soient introduites au sein du comité de pilotage pour apparaître dans le document d'orientation qui serait présenté au Congrès. Bon, il se trouve que on a fait une réunion à Grand-Santi à laquelle on avait voulu associer tous les chefs coutumiers pour entendre une parole collégiale. Il se trouve que on a eu la présence des chefs coutumiers Bushinege, les Amérindiens ne sont pas venus et lorsque j'ai vu que le temps ne jouait pas en notre faveur, j'ai pris la décision le samedi 18 de convier tous les chefs coutumiers. C'est une première. Mon premier sous ma mandature. 18, oui. Sous ma mandature, c'était une première, de convier tous les chefs coutumiers pour en discuter. Et là, j'ai compris il y a déjà eu, pour être très précis, il y a déjà eu la réunion des chefs, mais l'assemblée, cette assemblée qui est nouvelle, nouvelle entre guillemets, que nous on commence à reconnaître, puisqu'à partir du moment où elle est reçue à l'assemblée territoriale, il y a une sorte de reconnaissance et c'est effectivement la première fois qu'ils arrivent en assemblée. C'est dans ce sens-là. Et donc, on a bien compris à travers les échanges que nous avons eu ce jour-là que tout le monde n'était pas au même niveau d'information, c'est vrai. Et il y a eu, on m'a remis à la fin de la réunion un mémorandum avec une douzaine de points de revendication. On a parlé la semaine dernière. Alors, il y a des points qui sont très durs, il y a des points qui sont juste des points de vigilance et puis d'autres points sur lesquels on nous demande de faire attention. Mais je pense que on s'est dit vous voulez réagir, Président, au dernier point de ce mémorandum? On en a parlé, hein. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Je vais pas réagir dessus. Ces documents qui a été contresigné par par certains chefs coutumiers qui étaient présents, pas par tous, bien évidemment. Il y a des points qui m'interpellent. Il y a des points qui posent problème. Dans la mesure où nous sommes dans une démocratie qui fonctionne avec un certain nombre d'institutions, les gens savent comment ça fonctionne, il y a des mairies, il y a des EPCI, il y a la collectivité territoriale, et tout le monde sait que pour être aux commandes du territoire, il faut passer par la force codine, par la voie des élections. Ouais. Donc, moi, je me dis que là-dessus, on va devoir se mettre d'accord, on va devoir échanger. Les portes ne sont pas fermées, les fenêtres non plus. À mon avis, il faut qu'on prenne le temps avec le Grand Conseil, avec les chefs coutumiers et avec quelques personnes qui sont vraiment à la tête de cette dynamique, de réfléchir pour trouver une solution. S'il faut qu'on mette dans le document final que notre Sénat coutumier est compétent pour pouvoir donner un avis décisionnel sur un certain nombre de décisions qui auraient été prises par l'Assemblée de Guyane et qui toucheraient de près ou moyennement de près leur vie, leur environnement, leurs modalités, leur culture. Moi, je considère que ce sont des sujets sur lesquels on doit se donner la possibilité de dialoguer et ne pas considérer que par définition l'autre a tort ou que l'autre n'a pas tort. Mais ceci dit, c'est quand même un sujet qui est suffisamment épineux pour qu'on le traite avec toutes les précautions d'usage. Justement, c'est dans ouverture du standard. C'est dans cette idée que justement sur ce sujet-là, sur la question coutumière. On sait que la question coutumière, ça a été posé déjà comme préalable depuis longtemps. Mais c'est peut-être la première fois que ce sujet-là, maintenant, il est porté déjà par les chefs amérindiens, surtout, et leurs leaders, porté vraiment au nu, quoi, sur la place publique. Est-ce que il ne faudrait pas en faire un préalable politique clair? Je parle de la question coutumière, pas des chefs coutumiers, pas que des capitaines, mais de la question coutumière. C'est-à-dire que je suis de ce président qui dit que la coutume, est-ce que ça devrait concerner que les Amérindiens et les Bushinege, par exemple? Il y a Monsieur Stephenson, j'entends ce que vous dites. Il y a une vraie question par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui composent la société guyanaise et qui nous disent qu'il y a des coutumes aussi au sein des autres composantes de la commune de la population de Guyane. Donc c'est une question qui est d'une extrême sensibilité. Et moi, je ne crois pas qu'il serait utile que je l'aborde de cette façon-là sur l'antenne de Radio Pays, alors que j'ai pas été mandaté pour le faire, alors que la réflexion n'a même pas encore été entamée pour pouvoir aboutir à quelque chose de satisfaisant. Je voudrais vraiment traiter cette question-là avec toutes les précautions d'usage, mais en disant que par rapport à la manière dont les choses ont été abordées avec les populations amérindiennes et Bushinege, on a une obligation de dialogue, on a une obligation d'entendre ce qui se dit pour que on puisse introduire dans notre document d'orientation un schéma
qui satisfassent les uns et les autres, quitte à ce que après, parce que comme je le dis encore une fois, nous ne sommes pas arrivés au bout de la discussion. On aura encore des obligations de travailler, d'échanger, d'amender le document. Donc les bonnes volontés et les bonnes idées qui nous seront exposées seront naturellement prises en considération autant que faire se peut. Alors, je vais lire exprès un commentaire sur le Facebook Live, ça va introduire ma question. 2 secondes, chers auditeurs, il y en a qui sont déjà en attente. Ça sera à vous d'ici quelques instants. Président, il y a Liane Mogé qui dit « Pourquoi ne pas partir au Congrès et poursuivre ce travail avec les chefs coutumiers ? Des problèmes entre peuples qui durent depuis des années, ça n'est pas d'aujourd'hui, donc pourquoi nous retarder ?» Voici ma question, lorsque je vois un tel commentaire. L'idée, c'est de se revoir avant le Congrès, mais si, autour de cette table, à nouveau, vous ne tombez pas d'accord, on va pas traîner ad vitam aeternam, il faut bien avancer. En fait, je comprends ce que dit notre internaute. À un moment donné, il faut bien avancer. J'ai coutume de dire, des fois, on avance même si on n'est pas tout le temps d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord tous les jours, Président. Alors, il faut quand même comprendre, Monsieur Vernet et auditeurs, auditrices, que la question du Sénat coutumier n'est pas la seule question qui intéresse le Grand Conseil coutumier et les chefs coutumiers. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser autour de cette question, mais les chefs coutumiers et le Grand Conseil coutumier considèrent qu'ils ont aussi un droit de regard sur tous les autres sujets qui ont été traités dans le cadre des réunions du COPIL, que ce soit l'économie, la production d'énergie, on le voit bien avec le problème ASEOG, les questions d'éducation, les questions de mobilité sur le territoire. Nous considérons que tout le monde a son mot à dire, de la même manière que le Front intervient sur tous les sujets, que le KPLD intervient sur tous les sujets, le Grand Conseil coutumier a aussi vocation, et ils l'ont fait lorsqu'ils étaient présents, le Grand Conseil coutumier a aussi vocation à pouvoir intervenir sur tous les sujets. Et donc pour moi, il est important que on s'attache à cette obligation de réussite. On ne peut pas imaginer qu'on aille au Congrès sans avoir une solution sur le document global qui soit également partagé par nos amis amérindiens bouchinègues. Sinon, ça serait un échec pour la Guyane. Ok, vous restez positif, vous avez raison. Mettez le casque. 05 94 25 76 25. Chers auditeurs, ça y est, c'est à vous. Faites court, hein. On a encore d'autres sujets à aborder. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom ? C'est Denise. Denise, on vous écoute, Denise. Oui. Alors, bonjour déjà, messieurs. Bonjour, Denise. Donc, je voulais parler de cette histoire d'évolution statutaire. Alors, la dernière fois, Monsieur Stephenson avait dit qu'il y avait des abcès à creuser, et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Cependant, on n'a pas creusé les abcès. Puisqu'on voit justement que les Amérindiens ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé jusqu'à maintenant. Alors, il y a encore beaucoup d'abcès à creuser. Donc, à mon avis, quel que soit ce qu'on est en train de construire, ça ne va mener nulle part. Ensuite, vous êtes... Ah oui, non, mais vous n'y croyez. Bon, allez-y, continuez. Oui, et puis concernant l'affaire EOS, c'était juste pour vous demander comment est-ce que la CTG en est arrivée à attribuer des clés, donc à autoriser l'installation du locataire, avant de voter 7 mois plus tard le refus de la convention. Parce que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes respectueux de l'ordre, et vous avez même cité un beau proverbe, calcul fait avant la paye. Alors comment ça se fait que la CTG n'ait pas mis en application ce merveilleux proverbe? Très bien. Bonne journée. Il va répondre. Alors on enchaîne les questions, et l'affaire du restaurant, on en parle tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Bonjour Aimé, allez-y. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Aimé. Ça va? Oui, là, je demande, j'ai deux questions pertinentes. Ça veut dire, la première question, vous avez dit à l'époque, au niveau avant le campagne électoral, vous avez dit que vous aurez faire l'audit. Je vous demande une question, pourquoi vous ne devez pas faire l'audit? Ok, première. Et deuxième question, et pourquoi, et votre politique, il n'y a pas de politique d'aménagement de territoire? Parce que vous avez travaillé avec Otili. Otili vous a appris comment la politique d'aménagement de territoire. Ok, merci. Merci. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, allez-y. Bonjour Gilles, bonjour Rudy. Bonjour. Alors, simplement pour dire, pour commencer là, et puis Rudy, il faut essayer Baïmoun 2 minutes, ok? Parce que ça fait Radimoun, fais vite, mettez 2 minutes et puis finissez ça. Parce que à chaque fois, nous avons des questions, alors nous, à force de nous, fais vite, nous oublier les bonnes questions.
Alors, moi, on a commencé à dire que pour le président Gabriel Serville, bon, dernière fois, il était invité dans l'émission Dominique Nugent. Après, il réclamait qu'il m'a pas dit bonjour. Alors, moi, qui dit, il était invité avant, moi, dit bonjour, il pas répondre moi. Il était qu'à garder son livre. Mais dommage, heureusement, il gagne. Éric Tanco, vous n'êtes pas seul, faites pas votre show. Posez la question. Non, c'est pas le show. Ouais, mais arrêtez de faire votre show. Posez la question, le président est là. Que monsieur Gabriel Serville a dit, je lui ai pas dit bonjour. Alors, il a dit qu'il va pas me répondre. Alors, je vois pas pourquoi je vais lui dire bonjour. Posez la question. Alors, bon, nous allons venir à présent dans la question. C'était pour moi dire ça. Bon, nous allons venir dans la question à présent. Moi, je vais demander, première, moi, j'ai deux questions là. Je vais demander au président Serville, est-ce qu'il y a une bête que c'est femme qui est élue? Et nous, Muriel Lebriquet, Ivirey, nous, Audrey Marie, depuis qu'à parler, il qu'empêche de parler. Nous, Isabelle Passion, depuis qu'à parler, il qu'empêche de parler. Deuxième question. Et deuxième question, moi qui dis, président, il faut, ça bien que, il dit que comme quoi que, il coupait en laisse les trop directeurs qui étaient gagnés au fond. Bon, voilà, ça a une bonne chose. Mais il faut, président aussi, arrêter que ces bêtes voyageurs aussi, parce que à nous qui a payé, trop de monde qui a voyagé dans sa CTGA. Et là, ils ont tout cas, ouais, que c'est mon tous les mois, quand t'as tes périodes de carnaval, c'est mon qui a voyagé. Très bien. Il y a une question? Comment? Vous avez une question, monsieur? Bon, allez. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Désolé, mais chers auditeurs, prenez l'habitude. Vous avez l'habitude avec Grand Forum. On veut aborder plusieurs sujets. Posez une question. Racontez pas votre vie. Je parle pas pour vous. Hein. Allô, allez-y. Oui. Oh non, en fait, c'était le mot rattrapage qui a été évoqué tout à l'heure. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rattrapage dans le territoire. Et finalement, on a l'impression que c'est irrattrapable, en ce qui me concerne. Ou bien finalement très très difficile. Et du coup, finalement, tous ces rattrapages-là ont une conséquence sur la vie quotidienne des Guyanais. Et je pense que je pense que ça va peut-être à un moment donné porter préjudice peut-être aux élus, ou parce que finalement en fait peut-être que les citoyens vont penser que finalement ils n'ont pas la possibilité ou le pouvoir de peut-être de changer les choses par rapport au partenariat qu'ils ont avec ministère, quoi. En fait, Très bien. Merci beaucoup. 25 76 25. Dernier auditeur. Ensuite, standard bloqué. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le président. Bonjour, auditeur. Bonjour, Rudy. Bonjour. Alors, moi, j'ai la question que je veux poser, c'est savoir, est-ce que le chargé d'affaires juridiques qui a signé le document pour monsieur Eoch, est-ce qu'il a fait une erreur? Et s'il a fait une erreur, est-ce qu'il sera sanctionné pour cette erreur? Voilà. Très bien. Merci beaucoup à les auditeurs. Question courte, j'aime comme ça. Prenez l'habitude, c'est comme ça qu'on va avancer. Monsieur le Président, standard fermé, je vous laisse répondre. Et concernant l'affaire Eoch, gardez les réponses pour tout à l'heure, j'aurai une question là-dessus également. Allez-y. Alors, je voudrais dire à Denise qui prétend qu'il y a des abcès à crever, que les abcès sont crevés. Durant les séances de travail que nous avons eues, nous n'avons fait que ça, c'est aborder des sujets qui fâchent, aborder des sujets sur lesquels on n'était pas forcément d'accord et trouver la juste médiane qui nous permette d'avancer. Et ces solutions médianes qui seront donc présentées au Congrès des élus. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Sur la question des Amérindiens, mon côté, elle dit que les Amérindiens ne sont jamais d'accord avec ce qui est proposé. Moi, je ne suis pas de ce pessimisme parce que je considère que nos compatriotes amérindiens ont la capacité à comprendre les choses au même titre que les autres personnes qui vivent sur ce territoire. Et donc, moi, je ne veux pas m'enfermer dans cette logique négative qui consiste à dire que quel que soit ce que l'on fera, ça ne conduira nulle part. Je n'ai pas été élu pour pouvoir diffuser ce genre de messages négativants. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. En parlant de la clé qui a été remise à monsieur Alain Eoch, on va en parler tout à l'heure, donc je vais pas commencer maintenant. Aimé qui ne cesse de me demander à chaque fois pourquoi je n'ai pas fait d'audit. J'ai déjà expliqué à Aimé que j'ai eu des éléments d'audit entre les mains quand je suis arrivé.
Il y a le rapport de la CRC, il y a le rapport Stussy, qui est quelqu'un qui avait été mandaté par l'AFD pour pouvoir évaluer les conditions d'évolution de la CTG. On avait reçu aussi récemment un rapport de la Cour des comptes qui auditait sur la façon dont la CTG avait mis en œuvre les mesures qui figurent dans le plan d'urgence de la Guyane. L'État également est sollicité pour répondre à ces différentes questions. Donc c'est juste pour dire à Aimé que derrière le mot audit, on met ce que l'on veut, mais ce qui est important, c'est que je puisse disposer des éléments de questionnement, des éléments de réponse qui me permettent de savoir où j'en suis, qui me permettent sur le plan budgétaire, sur le plan de la gestion des ressources humaines, de savoir quelle trajectoire je dois impliquer à la Guyane pour pouvoir répondre aux questions que se posent les Guyanais. Et là-dessus, il n'y a aucune inquiétude à te faire aimer. Alors peut-être que ça ne s'appelle pas audit, mais dans le fond, c'est exactement réalisé dans les conditions de l'audit. Même si je sais que Aimé me dit qu'il faut se méfier de la CRC et de l'AFD parce que c'est des amis de l'État. Mais maintenant, si on rentre dans ce schéma-là, on devient tous paranoïaques et on ne travaille avec personne. La politique d'aménagement du territoire, ben là, c'est pareil. Hein. Aménager un territoire, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir les moyens financiers pour le faire. Alors, on le fait avec les crédits européens, on le fait avec les fonds propres de la CTG. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a tellement à faire dans ce territoire où la population s'appauvrit, où les enfants sont de moins en moins formés, où même si on voit un regain d'activité au niveau de l'économie qui a permis de diminuer sensiblement notre taux de chômage qui est à 13% quasiment, ça fait plaisir à certains, ça inquiète d'autres parce qu'on sait que le taux de travail informel qui sévit également sur le territoire guyanais est un sujet de grosse inquiétude pour nous. En tout cas, si ça ne l'est pas pour tout le monde, ça devrait l'être. Et donc, quand on parle de politique d'aménagement du territoire, je rappelle ce que je dis depuis quelque temps. On est content d'avoir voté un budget à 820 millions d'euros. Et moi, je considère qu'en deçà d'un budget à 1,3 milliard d'euros, on n'aura pas les coups des franches pour pouvoir faire les aménagements qui sont nécessaires, sauf à lourdement endetter la collectivité. Mais on sait bien que lorsque on s'endette, il faut penser derrière à être en capacité de rembourser la dette. Je me rappelle lorsque notre président Tilly avait lancé les gros travaux, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On sait ce que ça lui a coûté. Donc, on va aménager le territoire, mais avant, je reprends ce que j'ai dit précédemment, calcul fait, avant la paye. On progresse, on veut progresser plus vite, mais on ne peut pas non plus comme ça claquer des doigts et puis avoir des routes, des ponts, des autoroutes, des buildings qui poussent de partout, même si on est en train de travailler sur notre PPI pour faire en sorte que les choses avancent. Bon, j'ai constaté que le monsieur qui a appelé là, il m'a pas encore dit bonjour, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais lui dire que quand je viens à la radio, ce n'est pas pour me faire insulter. Moi, je n'ai aucun problème avec les femmes. Je pense qu'il faudrait une fois pour toutes mettre un terme à cette histoire que M. Serville aurait des comportements sexistes. J'ai des comportements sévères avec les gens qui m'attaquent sévèrement. Lorsque j'observe qu'il y a eu 2 élus qui sont allés se répandre en fausses informations sur les médias, ben ce n'est pas de ma faute si c'était 2 élus femmes. S'il y avait 2 élus hommes qui étaient allés sur les médias pour dire du mal de moi, avec la délégation que je leur ai conférée, parce qu'il faut quand même que les auditeurs et les auditrices de Radio Pays comprennent que lorsqu'un président donne délégation à un élu, l'élu va parler au nom et sous l'autorité et le contrôle du président. Donc à partir de l'instant où vous êtes en capacité d'aller sur les médias pour vous répondre en fausses informations et en insultes, en injures à mon égard, eh bien il est tout à fait normal que je mette en place des mesures où je pose des avertissements. J'avertis 1 fois, 2 fois. Mais lorsque je vois que mes avertissements ne servent strictement à rien, eh bien c'est de ma responsabilité que de récupérer la délégation que j'avais donnée, parce que quelqu'un ne peut pas, soi-disant, aller sur un média parler au nom du président et s'amuser à dire autant de mal du président. C'est la raison pour laquelle je disais précédemment que notre pays pourra se construire, mais il ne se construira que si on est ordonné et si on est respectueux. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, les histoires de trop de déplacements, je vais dire à cet auditeur que je vais lui mettre à disposition prochainement l'état de ce que nous avons dépensé en déplacement sur 2021, sur 2022, et je vais lui permettre de comparer, pas avec 2020, parce que 2020, il y avait la crise sanitaire, mais je vais lui permettre de comparer avec ce que mon prédécesseur avait dépensé en 2019, en 2018, en 2017, et il verra que contrairement à ce qu'il ne cesse de dire à chaque fois, que mon équipe
n'est pas l'équipe qui se déplace le plus depuis que la région existe et depuis que la CTG existe. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudra tordre ces rumeurs qu'on balance comme ça sur les réseaux sociaux comme si c'était des vérités fondamentales. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut se faire du bien et si on veut éviter de donner aux renseignements territoriaux et donner à l'État français et au gouvernement français le sentiment que les élus qui sont là actuellement ne font pas leur travail, il faudrait pouvoir argumenter ce que l'on dit et ne pas balancer comme ça n'importe quelle information. Sur la question du rattrapage qui nous interpelle, c'est vrai qu'on est souvent sur cette logique de rattrapage, mais moi je dis qu'il faut rattraper, en même temps il faut anticiper. Il faut rattraper et anticiper. Lorsque on constate le nombre d'enfants qui naissent en Guyane, il manque des écoles, il manque des collèges, il va manquer des lycées, il manque des places à l'université, il faudra le faire. Lorsque on constate le nombre de logements qui manquent, il faut que la Guyane obtienne les moyens pour pouvoir construire des logements en quantité suffisante. Et donc c'est en ce sens que je dis que le mot rattrapage de notre bouche ne doit pas être vu comme un gros mot. Ce n'est pas une insulte, il faut faire du rattrapage. Néanmoins, je continue à penser que la Guyane ne pourra pas éternellement rattraper. Il faut que nous soyons à un moment donné locomotive, que nous soyons moteurs dans le développement. Et donc c'est le travail que nous faisons. Tous les plans que nous avons réalisés depuis que nous sommes là, calcul fait avant la paye, le schéma régional de développement économique, le schéma pour le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, le schéma du numérique, le schéma de la culture, etc. Ce sont les plans que nous avons mis en place à partir desquels nous allons décliner la politique positivement en faveur des habitants de ce territoire. On va commencer bientôt la révision du schéma d'aménagement régional, on va commencer la révision de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on va travailler sur notre nouvelle PPI, la programmation pluriannuelle d'investissement pour dire comment on va aménager le territoire, où est-ce qu'on mettra les stades, où est-ce qu'on mettra... Il a fallu prendre le temps de faire tout ça. Donc voilà, il faut que les auditeurs comprennent qu'on n'a pas de baguette magique, que le travail se fait parce que durant 1 an et 9 mois depuis que nous sommes là, lorsque les gens s'imaginent que ça fait très longtemps que nous sommes aux commandes, ça ne fait jamais que 1 an et 9 mois. On a bossé, on a géré le quotidien, où d'aucuns imaginaient que la CTG aurait explosé, que la Guyane aurait explosé, on leur a fait la démonstration de notre savoir-faire avec beaucoup d'élus qui sont des jeunes élus, ou alors qui sont jeunes tout court, qui n'ont jamais été élus avant ça, de première expérience. Nous sommes en train de former de jeunes élus et donc je considère que aussi de temps en temps, il faudrait que nos auditeurs et nos auditrices puissent regarder cet aspect de la situation. Le chargé d'affaires juridiques, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera de EOSH. EOSH c'est maintenant. Je suis obligé. Et c'est maintenant, vu l'heure, Rudy. Peut-être quand même. Il y a une auditrice qui a, et je reviens très rapidement. Mais vas-y vite, parce qu'il reste plus de temps. Oui. Les peuples amérindiens ont une position politique depuis 84. Monsieur le Président, vous le savez bien, hein, et notamment vis-à-vis de la France. Et en plus, ils ont un objectif politique au niveau international. Hein. Ils sont en train de revendiquer depuis des décennies concernant la fameuse convention OIT 169. Donc, j'ai entendu votre réponse tout à l'heure. Là, il faut aussi peut-être, et ce serait intéressant d'avoir un peu l'ordre du jour final que vous mettrez en place pour ce congrès, des élus. Le préalable de la question coutumière va aussi de pair avec le préalable sur cette question identitaire. J'ai entendu votre réponse, mais vous m'avez pas convaincu pour le coup, parce qu'il y a effectivement des abcès, c'est moi qui l'ai dit, donc j'assume, il y a effectivement des abcès malgré tout à crever. Maintenant, dans le cadre et dans le champ du Congrès, je trouve que ce serait, pourquoi pas, le moment. Et c'est maintenant, parce qu'on sait très bien que si on fait pas ça, je vois pas comment on peut avancer. On a l'histoire qui parle pour nous. Réponse courte, allons-y. J'ai toujours milité pour une citoyenneté guyanaise partagée. Oui. Moi, je me bats pour tous les enfants, toutes les femmes et tous les hommes qui sont sur ce territoire, quelle que soit leur communauté d'appartenance, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle d'appartenance. Je ne cesse de l'écrire et de le dire. On est en train de se bagarrer pour que les enfants de Kayodé, Laon, Tekumpata puissent accéder, comme tous les autres enfants de Guyane, à un même niveau de formation et d'éducation et d'enseignement. Et ça, je le dis à titre d'exemple. C'est valable aussi pour la santé, c'est valable pour la question de la mobilité. Je pense que s'il y a quelque chose que l'on devrait mettre en avant, c'est notre capacité à être citoyen appartenant à ce territoire en termes de devoirs et en termes de droits et d'obligations. Le jour où on aura réussi à faire ça, on va faire un grand pas en avant. Ça, c'est mon préalable. Alors, c'est vrai que ce n'est que mon préalable. Et comme je dis, je suis l'exécutif, je suis là pour mettre en mouvement les décisions qui sont prises par la population et qui sont prises par mon assemblée plénière. Mais si vous me posez la question directement pour avoir mon avis sur cette question, je vous dirais que ce qui m'importe avant tout, c'est que les personnes qui vivent en Guyane, Bouchinegui, Amérindien, Hmong, Haïtien, Créole, Blanc, Martinique, etc., que tout le monde soit
on soit tous égaux devant la loi. Après, il y a effectivement des situations qu'il faut traiter de façon différenciée. Et ça, je suis d'accord pour le faire. En tant que député, je me suis souvent bagarré avec les membres du gouvernement pour que la France un jour ait envie de ratifier la Convention 169 de l'OIT qui va reconnaître les droits, les coutumes des populations autochtones, etc., etc. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter de me battre sur cette question. Mais lorsque j'agis dans cette direction, je n'agis pas dans les autres directions. Or, j'ai été élu par tout le monde. J'ai été élu par dans mon équipe, il y a des Amérindiens, il y a des Bouchidégas, il y a des Créoles, il y a des Malgaches, il y a des métropolitains, il y a tout le monde. Donc il faut que je sois capable d'élever mon niveau de regard pour porter un regard circulaire sur toute la Guyane. Mais porter ce regard circulaire intégré sur toute la Guyane, je le répète, ne nous empêche pas de considérer la question des populations autochtones qui est aussi une question majeure. Très bien, j'en profite pour saluer la Malgache dans son équipe, Marie-Lucienne Ratier. Un petit coucou à Marie-Lucienne. Je m'arrête là. Non, mais la question était importante. On n'a pas le temps, la question était importante. On va reparler de ça avec le La président. question était intéressante, fallait y aller de toutes les façons. Et puis, il n'était pas question non plus pour nous de faire toute une émission autour d'un épisode Netflix sur le chéri. Mais vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore exprimé dans le grand forum. Il y a la question de notre auditrice et puis il y a la mienne. Vous avez demandé à ce restaurateur de quitter les lieux. Il ne l'a pas fait. Moi, ma question, elle est simple. Pourquoi vous ne faites pas une procédure d'expulsion quand vous lui dites partir? Pourquoi n'avez pas saisi la justice, Monsieur le Président? Alors, vous savez, Monsieur Vernet, au départ, j'avais dit que cette affaire-là était un tsunami dans un dé à coudre de poupée Barbie. Et je regrette que la Guyane ait passé autant de temps à parler de cette affectation à Monsieur Yosh. Je trouve qu'il y a tellement de problèmes beaucoup plus importants que ça à traiter. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Je veux que tout le monde le sache. L'éducation, la formation, la santé, le combat que je vais mener là pour avoir un CHU Flambant Neuf en Guyane. C'est pas un combat facile. C'est pas un combat mineur. La question des mobilités, la question des populations de l'intérieur qui n'arrivent pas à se déplacer parce qu'il y a souvent des problèmes avec Air Guyane, la question de l'accès à l'éducation, à la formation, la question de l'accompagnement du développement économique territoire. Ce sont des questions qui pour moi sont fondamentales. Alors moi j'ai vu tout le temps qu'on a passé à parler de la Maison Yosh. Moi je trouve que c'est dommage. Parce que pour moi, cette affaire-là ne méritait pas que la Guyane lui accorde autant de temps. Alors il y a plein de questions qui me sont posées. Je vais pas pouvoir y répondre aujourd'hui parce que on a été assigné en justice le 27 avril. Mais je vous dirais que pour ceux qui me concernent, je considère que ce monsieur m'a trop manqué de respect. Et en me manquant de respect à ce point, il manque de respect à la Guyane et aux Guyanais. Donc il faudrait que, nonobstant tout ce que prévoit le droit, que la loi et que le droit puissent dire les choses et que ceux qui ont fauté payent pour leur faute. Dans tous les cas, moi, j'ai sous la main un projet de convention que mes services avaient envoyé à Monsieur Yosh, pas pour qu'il la signe tout de suite, cette convention, mais qu'il nous dise si les termes de la convention convenaient, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui rédigent les conventions, et puis il y a des choses, des cookies à travers desquels on peut passer. Cette convention, je ne l'ai jamais signée. Et pour cause, elle comporte un certain nombre d'irrégularités, elle comporte des cookies, des fautes, des mauvaises rédactions, et donc je ne l'ai pas signée pour plein de raisons. Mais lorsque cette convention nous a été retournée signée par Monsieur Alain Yosh et que ce dernier fait croire à la population qu'il a une convention, mais tant que la convention n'a pas été signée par la deuxième partie que je suis, je considère que ce qu'il dit est nul et non avenu. Et combien même cette convention aurait été signée par les deux parties, je rappelle qu'il y a quand même des clauses suffisantes dans cette convention. Je regarde l'article 2 qui dit que l'occupant est tenu de respecter la destination exclusive de l'immeuble sous peine de résiliation de la convention. J'ai compris que Monsieur Alain Yosh, il réside. Donc, il peut pas dormir dans la maison. Il ne pouvait pas habiter dans la maison parce que la convention qui avait été envisagée, c'était une convention pour installer une activité de restauration. Mais c'était pas pour qu'il y habite. Donc, ne serait-ce qu'en analysant l'article 2, j'aurais pu décider, si cette convention avait été signée en temps et en heure, de la résilier. Quand je vais plus loin, je regarde... C'est pour ça, Monsieur le Président, vous lui dites partir. Procédure d'expulsion. D'accord, mais ça, on va y revenir après. Article 5. Il reste une minute. L'occupant pourra résilier... L'occupant, pourra réaliser sur l'immeuble mis à sa disposition tous travaux et aménagements nécessaires à son activité de restauration sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires. Il n'a reçu aucune autorisation, donc il n'y avait rien qui l'autorisait à faire les travaux qu'il a réalisés là.
Plus loin, l'article 5 dit toutefois, si les travaux et aménagements sont de nature à apporter des modifications substantielles de l'immeuble, ce qui est le cas, ces travaux sont soumis à l'autorisation préalable du propriétaire. Le propriétaire, c'est la CTG que je représente. On ne m'a jamais demandé aucune autorisation de pouvoir faire ces travaux. Donc, je pense que, à un moment donné, il faut éviter de raconter tout et n'importe quoi à la population de Guyane. Comme vous l'avez dit, j'aurais pu entamer une procédure en passant par la loi, faire venir les forces de l'ordre pour faire une expulsion. Oui. Mais comme je le répète, Monsieur Vernet, je le dis encore une fois, on m'a élu à la tête de la CTG pour m'occuper des vrais problèmes de la Guyane. Ceci n'est pas un vrai problème de la Guyane, parce que aller demander à nos amis de Maripasoula, à nos amis de Trois-Sauts, de Camopi, à nos amis de Sinamari ou de Saint-Laurent-du-Maroni, à ceux de Prospérité, est-ce que cette histoire de Maison et Hoche est un élément important dans leur vie quotidienne et pour leur avenir? Ils vont vous dire non. Donc moi, j'ai voulu être en capacité de serrer les priorités, de ne pas les mélanger. Mais de toute façon, il y a une audience qui va se tenir le 27 avril. Nous allons nous défendre. Les personnes qui ont autorisé Monsieur Eoch à pouvoir aller aussi loin sans que moi, je dis bien sans que moi, je n'ai donné ni délégation de signature, ni autorisation spéciale à qui que ce soit de mon environnement, vont m'entendre et ce que je dois faire, je le ferai. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On avait encore d'autres sujets d'actualité, mais on aura l'occasion de revenir. Sur cette délégation de signature qui n'en est pas une. Absolument. Vous confirmez, il n'y a pas de délégation de signature. Je n'ai jamais donné délégation de qui que ce soit pour pouvoir signer ce genre de papier. La personne qui a signé le papier n'avait aucune délégation de signature de ma part. Et le seul document qui devait permettre à Monsieur Alain Hoche de rentrer dans la maison pour pouvoir faire les travaux, c'est la convention que je n'ai jamais signée. Alors après, qu'ils disent qu'il y a un bail verbal parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit vous pouvez y aller. Je rappelle que quand même le courrier dit bien que la lettre lui permet d'entamer les démarches administratives nécessaires au démarrage des travaux. La lettre ne dit pas qu'on vous fait tout ça pour démarrer les travaux. C'est-à-dire que tout ça doit se procéder par étapes. Combien même, bon, je veux dire que à plus forte raison, si ce courrier-là n'a aucune valeur juridique, Monsieur Alain Hoche, il aurait dû savoir qu'il n'était pas autorisé à faire ce qu'il a fait là. Et surtout, moi je vais le dire avec gravité, avec solennité. Faut pas qu'il s'amuse à venir à la radio pour dire ce qu'il a dit l'autre jour de moi. Pour l'instant, je considère qu'il est en situation de détresse et donc il tient des propos qui peut-être dépassent ce qu'il pense. Mais la prochaine fois qu'il va s'amuser à aller sur un média pour tenir les propos qu'il a tenus me concernant l'autre jour sur Radio Pays, je vais en faire une affaire personnelle et ça va se terminer devant les tribunaux. La remise des clés, vous réglerez le problème en interne à la CTG? Parce qu'il y a eu remise des clés. Le problème est déjà réglé. L'émission est finie, c'est l'heure du journal. Le problème est déjà réglé, Monsieur Stevenson. Ça marche. Merci. Je suis obéissant. Non mais redis, c'est pas dans tes habitudes en plus. Allô, bonjour, j'allais dire allô, bonjour. Non, mais parce que le président répond, et voilà, donc c'est intéressant. Tu regardes l'heure et tu continues à poser des questions. C'était le président Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane. C'était notre invité du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission en podcast sur notre site, mais également sur le Facebook Live. Merci Monsieur le Président, merci Rudy. Rendez-vous demain matin dans la matinale et lundi prochain également. Allez, à très bientôt. Merci aux nombreux internautes, ils étaient nombreux aujourd'hui à nous regarder sur le Facebook Live. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.